d'abord, pour vous rassurer, je vais suivre le plan de vol déterminé par le capitaine Ancel. Donc je donnerai bien sûr la parole en premier à Alain Frachon, mais avant quand même un rappel très succinct, chers amis, du thème. L'Europe mourra-t-elle de ses frontières? La question d'ailleurs, elle est polysémique, on va le voir dans un instant, je suppose aussi avec l'exposé de notre ami Alain Frachon. Mais tout de suite, accueillons nos invités. Ahmet İnsel, vous êtes politologue, vous êtes également journaliste et éditeur, vous êtes né à Istanbul, vous êtes l'ancien président de l'université Panthéon-Sorbonne et l'autre... vice-président de l'université Panthéon-Sorbonne, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment des ouvrages consacrés à la géopolitique de la Turquie, notamment La Nouvelle Turquie d'Erdogan aux éditions La Découverte. Je ne me suis pas trompé? Merci. Voilà, je ne me suis pas trompé. Parfait. Béatrice Gibelin, où êtes-vous, Béatrice Gibelin? Elle n'est pas là aujourd'hui, voilà, me dit-on. Merci de la prendre. Et enfin, donc, Brice Couturier. Vous êtes, cher Brice, journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes une des voix importantes de France Culture, vous êtes également collaborateur du Point. Votre dernier livre est consacré à un décryptage de Macron, président philosophe. Je peux le recommander parce que c'est vraiment le livre le plus intelligent qui a été écrit sur les idées de Macron. Pas sur sa trajectoire politique, mais sur ses idées, et notamment, évidemment, toute l'analyse que vous faites, cher Brice, dans ce livre, du liberal centrism dont se réclame l'actuel hôte de l'Élysée. Et enfin, donc, last but not least, notre ami Alain Frachon. Vous êtes chroniqueur international au Monde, également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux relations internationales, dont l'Amérique messianique que j'avais lu dans mes jeunes années, qui était consacré aux guerres des néoconservateurs aux éditions du Seuil, je crois. J'en ai trop dit, donc tout de suite, moi je trouve que le sujet, il est formidablement bien posé, mais il est polysémique. Vous allez débroussailler le terrain pour nous, cher Alain, et donc je vous cède la parole pour un exposé d'environ 10 minutes. Je ne sais pas si je vais débroussailler ou embroussailler le terrain. Je suis bien incapable de répondre à cette question. L'Europe mourra-t-elle de ses frontières? Je vais donc essayer de tourner autour de la question, assez lâchement, parce que je n'ai pas de réponse. Et je tournerai autour de la question avec 3 réflexions. La première, c'est que cette question des frontières, telle qu'elle est posée, mais de manière plus générale, notamment celle des frontières extérieures de l'Europe, il faut la poser dans un nouveau contexte géopolitique qui est celui de l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe, la communauté européenne, le marché commun, c'est un projet, le projet européen, qui se situe et qui est créé pendant la guerre froide et qui fait partie du système occidental face à l'Union soviétique. Projet européen dont les États-Unis vont assurer la sécurité, une sorte de délégation de pouvoir aux États-Unis pour la sécurité. Ce n'est pas la CE qui assure la sécurité de l'Europe. Ce n'est pas l'Union européenne, plus tard, qui assure la sécurité de l'Europe. C'était confié à l'OTAN, donc aux États-Unis. Or, je pense que le contexte géopolitique est peut-être en train de changer. Prenez les 3 acteurs des 3 grandes puissances actuelles. Commençons par Trump. On devrait plutôt parler de Trumpisme, dans la mesure où Trump est sans doute le symptôme d'un tournant qui sera lent. Peut-être qu'on s'inscrit là, non pas dans le temps hystérique des journalistes, mais dans le temps des historiens, qui sera d'une sorte qu'on verra avec un prochain président démocrate, et naturellement avec un 2e mandat de Trump, si tel est le cas, qui correspondra, peut-être, qui correspondrait à un refus des États-Unis ou à une réticence très forte des États-Unis à continuer à exercer un leadership sur ce qu'on appelle l'Occident, aujourd'hui. Vaste ensemble lié par des coopérations militaires et des bases militaires américaines de l'Asie à l'Atlantique. Deuxième, et il se trouve qu'avec Trump, il y a une sorte presque de caricature de ce tournant géopolitique, puisqu'il qualifie l'Union européenne en tant que telle d'ennemi des États-Unis, à plusieurs reprises. Avant-hier, il a même dit que la commissaire européenne chargée de la concurrence était la pire ennemie que les États-Unis aient jamais eue. Elle a eu le toupet, l'invraisemblable culot, d'infliger sur ces 5 dernières années plusieurs milliards de dollars d'amendes et de redressements fiscaux aux GAFA,
aux géants du numérique américain pour abus de position dominante en Europe ou délocalisation des ressources fiscales. Ça ne passe pas aux États-Unis, et voilà l'Union européenne avec un ennemi extérieur, avec un défi extérieur. Et Trump soutient tous les partis de droite européens qui sont des partis eurosceptiques, voire europhobes, à commencer en France par le Front National. Prenons Vladimir Poutine. D'une certaine manière, Vladimir Poutine reprend un des points fondamentaux de ce qu'a été la diplomatie soviétique, qui était d'essayer de dissocier l'Europe de l'Ouest des États-Unis. C'était de bonne guerre dans le système de la guerre froide. Lui, il reprend ça aussi. Et lui aussi, en soutenant, ce n'est pas forcément un soutien actif, hein, mais un soutien rhétorique, il vient encore de le dire, en soutenant tous les partis qui sont des partis europhobes ou eurosceptiques au sein de l'Union européenne. Et lui, sinon lui, du moins ses proches, considèrent l'Union européenne comme l'incarnation de ce qu'a dénoncé comme étant obsolète du libéralisme politique, de la tolérance sociétale, etc., etc. Et enfin, Xi Jinping. Et lui, Xi Jinping, les Chinois, peut-être plus intelligemment que Trump et que Poutine, essayent aussi de diviser l'Union européenne. Ils préfèrent, dans une négociation économique bilatérale, commerciale bilatérale, ils préfèrent négocier avec les nations européennes séparément, avec plus ou moins de succès. Les Chinois ont créé un groupe qu'on appelle le 16+1, 16 pays de l'Union européenne, 11 pays de l'Union européenne, pardon, plus les pays des Balkans du Sud, ça fait 16 pays, et ils négocient avec un qui est la Chine. Bon, on ne peut pas dire que ce groupe a rencontré beaucoup de succès. Les Chinois essuient plutôt un échec dans cette tentative d'instituer comme ça un dialogue permanent entre 16 pays européens et la Chine. Encore une fois, parmi ces 16 pays européens, il y en a 11. Mais enfin, si on regarde ce qu'était la communauté européenne, c'était un îlot de paix protégé par les États-Unis, essentiellement autocentré sur arriver à faire un marché unique, etc., etc., et qui avait très peu de défis extérieurs dont elle se sentait responsable. On est passé à une Union européenne qui est entourée d'un monde qui lui est soit hostile, modérément, un peu, mais en tout cas hostile, et qui le dit, soit chaotique pour la partie moyen-orientale et pour la partie africaine. On a donc une Union européenne qui se trouve confrontée à une situation géopolitique totalement différente. Elle ne sait pas trop quelles sont ses relations avec Poutine, avec Trump, avec Xi Jinping. Elle doit faire face à une question migratoire, à la prolifération nucléaire, et encore, pour au moins, sans doute, 25 ans, à un Moyen-Orient qui est dans une situation chaotique. Et donc, le projet européen, il est, s'il veut se maintenir, il est condamné à une transition difficile. Il est condamné à passer du marché à la puissance. Le marché, il sait faire. Il est condamné à passer de l'économique et du commercial au stratégique. L'économique et le commercial, il sait faire. Et moi, qui voyage beaucoup, je ne sous-estime pas du tout ce que représente comme entité autonome dans une négociation sur les normes, sur les standards, sur l'environnement, etc., ce que représente l'Union européenne. Mais voilà, il s'agit maintenant d'autre chose. Il s'agit de passer à autre chose. Ce qui amène à une réflexion sur, naturellement, l'élargissement. Parce que si on reste dans ce domaine du stratégique, de la puissance, du politique, chaque fois que l'Union européenne a jusqu'à présent été confrontée à un petit défi, elle a échoué. Ça a été la débandade. Je ne parle pas de la guerre des Balkans. Il a fallu attendre l'intervention américaine du président Clinton pour lever le siège de Sarajevo. Il a fallu attendre un diplomate talentueux, Richard Holbrooke, pour faire une sorte de paix, en tout cas cesser le feu,
à Dayton, dans les Balkans. Dernier défi stratégique que nous avons rencontré en 2015, soudainement, un flux migratoire très important, 1 million de personnes au moins, venant de Syrie essentiellement. Débandade totale de l'Union européenne. Incapacité à penser ce conflit qui n'appartenait plus au seul domaine de l'économie, qui n'était pas économique, mais qui touchait à la sécurité, à l'identité, bref, aux régaliens. Et là, ça n'existe pas, l'Europe. Il a fallu que Mme Merkel ouvre sa frontière. Elle n'avait pas vraiment le choix. On présente ça toujours comme un choix, que Mme Merkel aurait décidé. Mais on n'imagine pas la Bundeswehr déplaçant des chars ou des fils de fer barbelés pour repousser les gens vers l'Autriche ou vers la Hongrie, etc. C'était impensable. Mais c'est une décision allemande, ce n'est pas une décision européenne. Ensuite, il a fallu trouver une solution. Là encore, l'initiative est allemande. L'accord est conclu entre l'Allemagne et la Turquie. Et après, il sera entériné par l'Union européenne. Mais on voit bien que face à quelque chose qui touchait à son identité, ou qui pouvait toucher à son identité, ou dont la perception était qu'elle touche à son identité, tout ça, ça revient au même, ou qui touchait peut-être à sa sécurité, dans la mesure où on était aussi dans l'ambiance du djihad, des attentats, etc., eh bien l'Union européenne, elle n'a pas existé. Pas plus en 2015 qu'elle n'a existé au moment même où elle se dotait, soi-disant, d'une politique étrangère et de défense, pas plus qu'elle n'a existé au début de la guerre des Balkans. Ça amène à réfléchir sur l'élargissement parce que, voilà, c'est un ovni, l'Union européenne. C'est un espace indéfini. Les frontières sont changeantes. Ce n'est pas un espace circonscrit. Et je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. On peut noter que dans le cas de la Grèce, du Portugal ou bien de l'Espagne, l'adhésion à l'Union européenne était aussi une affaire politique ou politico-stratégique. Elle mettait fin à la présence portugaise à la colonie, ou la colonie portugaise. Elle mettait définitivement fin au franquisme et à l'ère des colonels à Athènes. Ce n'est pas rien. Mais enfin, la question qui se pose, c'est est-ce que dans un espace aussi indistinct, 27, 28, si les Britanniques sortent, ce qui n'est pas sûr, ils vont sans doute rester comme ils étaient, un pied dehors, un pied dedans. Mais la question, est-ce qu'il y a un ciment suffisant, un affectio societatis suffisant, suffisamment de mémoire commune, suffisamment d'émotionnel commun entre nous pour passer de l'économie à la puissance politique, voire à la puissance politico-stratégique? Et c'est ma troisième remarque, je reste sur cette question, je ne sais pas. Les frontières ne sont pas limitées. En principe, nous devrions un jour, tout le monde traîne les pieds, intégrer les Balkans du Sud. Je ne sais pas. Troisième remarque, ce que je sais en revanche, c'est que le passage de l'économique, c'est plus qu'une union douanière, c'est un marché unique, avec des normes et des standards communs, en matière de droit du travail, environnemental, etc. Ce qui fait, je ne sous-estime aucunement ça, ce qui fait que l'Union européenne reste sans égal dans le monde, ce territoire-là, indéfini, puisqu'il va encore s'ouvrir, sans égal sur le plan social, notamment. Mais voilà, précisément, je crois que le passage du marché au politique, de l'économique à la puissance stratégique, suppose un ciment commun très fort, suppose un émotionnel commun. Parce que, à la limite, il s'agit d'envoyer les gens faire la guerre. Sinon, on n'est pas une puissance stratégique si on n'est pas capable d'envoyer les gens faire la guerre. Si nous n'avons pas suffisamment, si nous ne voulons pas suffisamment faire quelque chose ensemble, je dirais presque que c'est une question de libido partagée, de désir de puissance. Mais c'est dangereux, c'est dur. Il y a des morts, il y a des blessés. Hein, quand on a un peu vu la guerre, on sait ce que ça représente. Eh bien, nous ne serons pas une puissance stratégique. Nous ne serons pas une puissance stratégique. Alors à ce stade, parce que vous êtes passionnant, il faut faire ciment contre les illibéraux.
moi, je crois qu'il y a une bataille idéologique en ce moment. Donc, je ne sais pas s'il faut faire ciment contre les illibéraux, dans la mesure où, compte tenu de son évolution, compte tenu de son élargissement notamment, ce que nous mettons, nous, derrière le credo libéral, parce que vous me répondrez, mais nous avons des valeurs communes. Mais moi, je suis sceptique là-dessus. C'est-à-dire que si les valeurs communes, c'est la démocratie libérale telle que nous la pratiquons, avec une transparence assez forte, eh bien, écoutez, ce n'est pas ça qui a fondé l'Union européenne. Ce n'est pas le fait que nous ayons ces valeurs en commun. Parce que lorsque nous faisons la communauté économique européenne, mais même lorsque nous faisons Maastricht, avant Mitterrand, par exemple, maintenant, nous exigeons des Hongrois, de tout le monde, nous exigeons que la justice soit totalement libre. Mais nous n'avions pas un système judiciaire totalement libre. Le parquet était sous le contrôle du gouvernement pendant très longtemps en France. Nous exigeons maintenant des Hongrois, des Tchèques, etc., de ce groupe de Visegrad et des autres, que l'audiovisuel public soit totalement libre. Mais je regrette, mais nous étions dans la communauté européenne, membres fondateurs de la communauté européenne, avec un audiovisuel public contrôlé par le gouvernement. Alors, je suis toujours sceptique sur cette question des valeurs, parce que naturellement, nous sommes des démocraties, tous dans l'Union européenne. Naturellement, le pouvoir est issu d'élections libres. Mais les conditions qui entourent la liberté de l'élection, vous pouvez en discuter longtemps, pays par pays. Donc, je crois qu'il faut autre chose que ce que nous appelons aujourd'hui les valeurs communes, les valeurs démocratiques, très symptomatiques. Alors moi, je vous le dis d'autant plus facilement que je suis laïque. Mais le fait que mon pays, Chirac-Jospin, refuse que soit mentionné, lorsqu'il y avait un projet de constitution, bon, avorté, etc., mais lorsqu'il y avait un projet de constitution, qu'on refuse de mettre que l'Europe est née des valeurs judéo-chrétiennes, me paraît farfelu. Si nous refusons ce minimum de communauté historique qui est le ciment de l'Europe, je vois mal comment nous pouvons devenir une communauté stratégique ou passer de l'économique à la puissance. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que l'Europe est une entité autonome sur le plan économique. Après, je ne sais pas. Merci infiniment, Alain Frachon. Non, je vous rassure, on peut l'applaudir. Il a, je crois, cher Alain, vous avez réellement débroussaillé le terrain, puisque c'était la commande implicite que le capitaine Ancel vous avait passée. Donc un grand merci, bien sûr, cher Alain. Tout de suite, je vais céder la parole à Brice Couturier. Dans son livre sur Macron, auquel je faisais référence il y a 2 ans, Un président philosophe, il y a des réflexions justement sur ce ciment. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais je veux le prononcer à votre place, Alain, sur ce ciment civilisationnel de l'Europe. Mais je vais me faire, avant de laisser la parole à mon ami Brice, je vais me faire l'avocat de ceux qui pensent que, notamment dans le sillage de Jürgen Habermas, du patriotisme constitutionnel, d'une appartenance à l'Europe qui serait justement d'abord l'adhésion à des normes et à des valeurs, je vais me faire l'avocat de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on a raté une occasion absolument fabuleuse quand en 2005, je crois, allant à l'encontre d'ailleurs de l'option choisie à l'époque par Jacques Chirac, brutalement, Nicolas Sarkozy, son successeur à la tête de la droite, a fermé la porte à la Turquie. Est-ce que ce n'est pas, au fond, le début de ce formidable processus de rétractation identitaire qui touche aujourd'hui l'Europe en proie au vertige des illibéraux, cher Brice? Ah, je vais te décevoir, Alexis, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette ligne-là. Moi, j'ai l'impression que... parce que j'ai posé la question exprès. Moi, j'ai le sentiment, au contraire, que ce que nous vivons, c'est la fin des illusions, d'un certain nombre d'illusions que j'ai personnellement partagées. C'est pour ça que c'est même la causerie que je vais vous donner est un peu une confession douloureuse, parce que illusion de ça Fukuyama, a illusion de énormément Habermas. énervé quelqu'un comme Régis Debray, quand j'étais tous les matins à la radio, qui me l'a dit. J'étais le porte-parole de la mondialisation libérale et heureuse dans cette radio. Aujourd'hui, j'ai enfin compris que c'était une illusion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un certain nombre de choses se sont produites depuis une quinzaine d'années qui montrent que nous avions eu tort. Et évidemment, chez ceux qui ont nourri ces illusions, ça provoque aujourd'hui dépit, désenchantement et aussi désorientation. L'illusion centrale, c'était la perspective d'un monde sans frontières, dans la mesure où les frontières apparaissaient comme l'héritage d'une formule politique en voie de dépassement qui était celle de l'État-nation.
C'était un monde dans lequel donc on rêvait que les obstacles matériels à la libre circulation des biens, des personnes, des idées, de l'information, des flux financiers allaient progressivement disparaître, être renversés pour devenir un monde global, homogène et pacifié. En outre, la mondialisation était censée, vous vous souvenez, disséminer la chaîne de valeur. C'est la fameuse thèse de Thomas Friedman dans La Terre est plate, et qui nous expliquait comment étaient produits les smartphones il y a 10 ans. Eh bien, les matières premières étaient prélevées en Afrique, les assemblages étaient, les composantes étaient fabriquées quelque part en Asie, ils étaient assemblés quelque part en Chine, dans une usine, puis dans une autre. Et enfin, les applications étaient conçues en Californie et ils étaient vendus chez nous en Europe. Donc la chaîne de valeur était disséminée en fonction des avantages spécifiques que chaque pays pouvait procurer. Ici, la main-d'œuvre n'était pas chère, là, les matières premières étaient abondantes. Enfin, ailleurs, il y avait la matière grise, et puis finalement, il y avait le consommateur final. Alors c'était formidable, la Terre était plate, et donc ça allait provoquer une intégration progressive de l'ensemble de l'humanité. Là-dessus, vous aviez les flux financiers qui circulaient évidemment en enjambant les frontières à la vitesse de la microseconde. Et tout ça faisait qu'effectivement, nous allions rentrer dans ce monde nouveau. Non seulement ces technologies et ces flux divers rendaient donc la Terre plate, mais les nouvelles grandes compagnies américaines ou chinoises avaient atteint de telles dimensions, elles avaient acquis de tels pouvoirs qu'elles étaient en train d'enjamber les États, d'enjamber les frontières, de déposséder progressivement de la souveraineté qu'ils faisaient encore mine d'exercer sur leur territoire, des États dont nous espérions bien que progressivement, nous les libéraux qui n'aimons guère les États, nous espérions bien progressivement les voir ainsi cantonnés dans leur seule fonction régalienne et surtout s'abstenir de toute intervention dans le domaine de l'économie que généralement nous estimons qu'ils maîtrisent mal. Eh bien, nous avons là aussi eu tort, ça ne se passe pas comme ça, je vais le montrer. Notre souveraineté, par ailleurs, la souveraineté des États, était érodée d'autre part par des institutions supranationales qui étaient censées, comme l'OMC, mais comme beaucoup d'autres, qui étaient censées pacifier les conflits, résoudre les tensions. Un ordre juridique international était en train de s'imposer de plus en plus et ne connaissait pas de frontières. Bon, bref, on était en train de rentrer dans un monde homogène grâce au droit et à l'échange marchand et à l'échange intellectuel. Bref, nous étions sur la voie du village global ou de l'empire libéral universel. Après avoir vécu durant 40 ans dans la guerre froide, l'opposition entre deux blocs surarmés qui nous menaçaient à tout moment de voir l'humanité s'entre-exterminer par la dissuasion mutuelle assurée, nous étions rentrés dans un monde tout nouveau, symbolisé par la chute du mur de Berlin qui avait coupé l'humanité en deux, et nous abordions aux rives enchantées du multilatéralisme où, très important, la puissance ne comptait plus, où les États faibles jouaient à jeu égal avec les grands et les forts, parce que simplement les États étaient de plus en plus affaiblis eux-mêmes de l'intérieur et que des normes internationales s'imposaient à tous. C'était la séduction du modèle proposé qui comptait, le soft power et non pas le hard power, la culture et non plus les militaires et les chars. C'était plutôt une bonne nouvelle. Et de ce point de vue, l'Union européenne paraissait en pointe, puisque les Européens semblaient avoir montré une fois de plus la voie. C'est nous qui avions inventé l'État-nation, cette formule formidable par les traités de Westphalie de 1648. Et voilà, nous étions en train d'inventer quelque chose de nouveau qui dépassait la formule de l'État-nation, sans retomber dans la formule impériale, puisqu'on a beaucoup parlé de ça hier, c'est très important. Effectivement, on ne connaissait guère que deux formules politiques, soit l'État-nation souverain sur son territoire, y compris l'État autoritaire, soit l'Empire qui s'étend, qui ne connaît pas de frontières, l'Empire promet la paix et la prospérité, mais il la promet toujours au prix de l'aplatissement des différences, de l'aplatissement, de l'éradication des diversités culturelles, et puis surtout, l'Empire utilise toujours la coercition. Et surtout, les empires, et c'était ça qui faisait que l'Union européenne n'était pas un empire, les empires sont toujours construits autour d'un peuple noyau central qui impose sa loi aux autres. C'est Rome qui s'étend jusqu'à la Turquie actuelle, jusqu'à l'Afrique du Nord actuelle, mais ce sont les Romains, c'est la ville de Rome qui dirige. Et l'empire des Habsbourg, c'est un empire
austro-hongrois, qui s'étend jusqu'à la Croatie, etc., mais qui impose progressivement soit la langue allemande, soit la langue hongroise. Voilà, c'est pour ça que nous n'étions pas un empire, nous, l'Union européenne. Et les mauvaises langues qui prétendent que l'Allemagne jouait le rôle du peuple noyau sont des menteurs. Ils n'ont jamais eu cette prétention. Donc on aurait pu imaginer l'UE comme un super-État, animé d'une volonté politique propre, assurant la sécurité de ses citoyens et défendant ses intérêts et ses frontières. C'était ce que Macron, alors on faisait référence à mon bouquin sur Macron, mais Macron appelle ça la souveraineté européenne. Macron rêve qu'une partie des souverainetés... Macron rêve pas du tout de déposséder l'État de sa souveraineté, il rêve de 2 niveaux, ou de 3 niveaux en réalité, de souveraineté qui seraient les régions, les États et l'Europe. Mais voilà, nos partenaires ne l'entendent pas de cette oreille. Ils sont habitués, on l'a dit à l'instant, à compter avec la protection militaire des États-Unis. Et surtout, ils ressentent différemment les menaces selon leur géographie. Il est bien évident que pour les Suédois ou pour les Polonais, la menace russe est une réalité qu'ils vivent au quotidien. Quand, par exemple, les Russes font des incursions extrêmement dangereuses auprès des avions de ligne suédois, ce dont on parle très peu ici, ou quand les Estoniens sont victimes de cyberattaques extrêmement violentes qui désorganisent la totalité de leurs services, y compris de la production d'électricité, pendant plusieurs jours. Mais pour les Italiens, ça n'a pas de sens, évidemment. La Russie est loin. Pour les Français, encore, c'est très différent. Nous avons des liens particuliers avec l'Afrique et l'Afrique du Nord que n'ont pas les Polonais, par exemple. Ils n'ont jamais colonisé, eux. Et au premier coup de vent, eh bien, chacun reprend ses billes. Et la solidarité fait place à la défense égoïste et à courte vue des intérêts nationaux. L'UE avait 2 ambitions que d'aucuns jugeaient contradictoires, l'approfondissement et l'élargissement. Mais cela a fonctionné aussi longtemps que les nouveaux membres étaient tellement fiers de rejoindre le club qu'ils étaient tout à fait prêts à accepter des milliers de normes réglementaires et de lois, à les intégrer dans leur propre code, parce qu'appartenir à l'Union européenne était extrêmement valorisant. Notre séduction sur nos voisins, notre soft power, reposait sur de nombreux facteurs. La puissance d'attraction de notre marché intérieur, la réussite spectaculaire de notre modèle économique. Nous avions une croissance formidable il y a encore 20 ans, doublée de systèmes sociaux dont la prodigalité est sans comparaison dans le monde. Surtout la stabilité politique dans un monde où on connaît des guerres civiles, des déchirements de toutes sortes. Chez nous, on avait une alternance tranquille entre de gentils sociodémocrates favorables au business et du centre-droit extrêmement favorable aux programmes sociaux. Donc finalement, c'était des alternances qu'on a vécues chez nous pendant 40 ans sans déchirement. C'était pas la guerre civile, hein, c'était pas des choix de civilisation, bon sang, contrairement à ce qu'on a dit à une certaine époque. Je me souviens encore d'une interview que j'avais faite quand je faisais une émission sur l'Europe qui s'appelait Cause commune sur France Culture, d'Alain Lamassoure, qui m'avait dit les Polonais devraient comprendre que quand on rentre en Union européenne, on oublie l'histoire et la géographie. Je m'étais dit, là, on est mal barré, parce que quand on est polonais, et je venais de vivre pendant 3 ans en Pologne, quand j'ai créé cette émission, l'histoire, ça compte pas mal. Quand votre pays, votre nation a disparu de la carte pendant plus de 100 ans, que vous avez été partagé entre 3 empires, quand, en plus, en 1939, les Soviétiques vous ont bouffé entre le tiers et le quart de votre territoire et vous l'ont jamais rendu, et qu'en échange, on vous a donné le tiers et le quart d'un territoire allemand en 1945 en compensation, la géographie, ça compte pas mal. Donc l'illusion, si vous voulez, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a été dirigée par des gens, jusqu'à une période toute récente, qui n'avaient aucune conscience de l'histoire et de la géographie et qui rêvaient d'une extension indéfinie de l'Union européenne, parce que quiconque partageait nos valeurs, qui étaient tellement vagues que tout le monde pouvait y adhérer, finalement, on ne voyait pas très bien la différence entre l'Union européenne et l'ONU, si vous voulez. Donc ça s'appelait plus s'appeler Europe. Donc je vous disais, toutes ces idées, je les ai décrites pour vous dire qu'aujourd'hui, elles sont en profonde faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la crise de 2008. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les flux financiers internationaux pouvaient provoquer des phénomènes dramatiques de contagion et mettre à bas des États entiers et les précipiter au bord de la faillite. On a vu surtout ce phénomène étonnant que les États sont venus au secours de leurs banques. C'était fini là, la finance mondiale. C'était la banque allemande, la banque italienne, la banque française. Hein, c'était cela qu'on sauvait. C'était pas celle des voisins.
La crise des migrants, évidemment, de 2015. On a vu les États, à l'intérieur de l'espace Schengen, d'un seul coup fermer leurs frontières. C'était ahurissant de voir les Suédois, qui sont, entre parenthèses, ceux qui ont accueilli le plus de migrants par habitant, plus que l'Allemagne, d'un seul coup rétablir des frontières avec leurs voisins, alors que c'est le même pays. Hein. Mais surtout, l'espoir d'un monde rendu interdépendant par la mondialisation, par l'économie, est en voie, et par l'homogénéisation, je pense à la world music, à la world food, à la world culture, tout ça s'est battu en brèche. Ce à quoi nous assistons, c'est à quoi? C'est une guerre commerciale entre les USA et la Chine qui menace à tout moment de dégénérer en guerre ouverte. Et là-dessus, les Européens ne sont pas en pointe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous apparaissons comme une variable d'ajustement. Regardez les Italiens de Salvini qui sont en train de rentrer dans la route de la soie chinoise, qui ont accueilli Xi Jinping comme le Messie, parce qu'ils ont tellement besoin d'argent, et les Chinois en ont tellement, que c'est pareil à Chypre, c'est pareil en Grèce. Dans un certain nombre d'États en faillite, les Chinois apparaissent comme des sauveurs, parce qu'ils achètent n'importe quoi. Et du coup, c'est le cheval de Troie chinois, évidemment, qui est en train de rentrer. Réaffirmation des frontières par la réémergence de la souveraineté des États, qui vont jusqu'à la guerre d'annexion. Hein, on se moque de Poutine et on dit que c'est un homme du 19e siècle parce qu'il mène des guerres comme, effectivement, à l'époque de Westphalie. Mais est-ce que c'est pas plutôt lui qui est en avance et nous qui sommes en retard? Parce qu'au lieu de tenter quelque chose pour assurer la sécurité de nos voisins extérieurs et leur venir en aide, nous assistons passivement à la chose, et de temps en temps, nous négocions avec Poutine le fait qu'il va arrêter ces petits hommes verts à un certain endroit plutôt qu'à un autre. Il y a déjà plus de 10 000 morts en Ukraine. On n'est pas vraiment rentré dans le monde postmoderne des bisounours. Brice, qu'est-ce qui fait ciment entre les Européens, pour reprendre l'expression d'Alain tout à l'heure, qui est au fond un peu le fil rouge de notre débat? Tout ce que vous dites est vrai, mais qu'est-ce qui fait ciment maintenant? Ce qui fait ciment, c'est le souvenir d'une part, c'est une culture commune. Il suffit de voyager à travers le monde pour se rendre compte que quand on reste en Europe, on reste face à des paysages, face à des comportements, on peut avoir des attentes envers les autres qui sont celles qu'on a chez soi. Aussitôt qu'on quitte l'Europe, on se rend compte qu'on rentre ailleurs, quoi. Voilà, on a une civilisation commune, on a une histoire commune, la seule chose qui nous sépare, c'est des langues. Mais en réalité, nous avons connu, si vous vous intéressez un peu aux cultures, comme je me suis intéressé à la culture polonaise, mais c'est pareil en Slovénie, je me suis aperçu en allant sur place il n'y a pas longtemps. Vous avez toujours pareil, vous avez un Victor Hugo national au 19e siècle, vous avez partout, vous avez eu la Renaissance et les Lumières, vous avez eu partout le romantisme qui a été une forme de réaction contre ces Lumières au nom d'une spécificité nationale. Bref, et puis surtout on a vécu ces deux guerres en commun. Enfin, elles nous ont coûté fort cher. C'est une forme de suicide collectif, mais en tous les cas, nous en avons des souvenirs communs. Bref, c'est l'humanisme. Non, écoute, je voudrais surtout, j'avais apporté une phrase, parce que j'espérais bien que Régis Debray soit là, et j'en ai apporté une pour lui faire plaisir, pour lui montrer que j'ai changé. Et je vais vous la lire parce qu'elle est magnifique. Il vous a pris sous sa coupe, il est un peu votre... Non, c'est pas mon gourou, je vous assure. Il est devenu votre gourou, oui, mais il y a pire comme gourou, hein, entre nous, ça va, Régis comme gourou, ça va. Je vais lire une phrase de Claudio Magris, en même temps c'est une façon de vous répondre, Alexis Lacroix, parce que qu'est-ce qu'on a en commun? Eh bien, je pense à Claudio Magris. Une phrase de Danube. Non, c'est une phrase d'un autre bouquin, Utopie et Désenchantement, mais j'adore Danube, effectivement. Magris, c'est probablement un des rares esprits européens vivants qui est une espèce de mémoire de toutes les cultures danubienne, parce que c'est surtout un professeur de littérature germanique, mais il vit à Trieste. C'est-à-dire que Trieste, c'est la ville italienne la plus mittel-européenne de toutes. Il connaît très très bien la littérature slovène et croate et hongroise. C'est un type fantastique, Magris, c'est ces esprits italiens comme on n'en fait plus. Et voilà la phrase de Magris dans Utopie et Désenchantement. Vous pouvez vérifier, Régis, c'est page 78-79. Toute frontière a quelque chose à voir avec l'insécurité et avec un besoin de sécurité. La frontière est une nécessité puisque sans elle, c'est-à-dire sans distinction, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'individualité et il n'y a même pas d'existence réelle puisqu'elle est aspirée dans l'informe. La frontière constitue une réalité. Elle donne des contours et des traits. Elle construit l'individualité personnelle et collective, existentielle et culturelle. La frontière est forme et même par là art.
La culture dionysiaque, qui proclame la dissolution du moi dans un magma pulsionnel indistinct, qui devrait être libérateur et qui est en fait totalitaire, prive le sujet de toute capacité de résistance et d'ironie. Elle l'expose à la violence et à l'effacement. Elle désagrège toute unité porteuse de valeurs en un émiettement gélatineux et sauvage. Si vous permettez, j'avais apporté aussi ma citation que j'ai trouvée dans l'avant-dernier livre, je crois, de Régis Debray, que je vous recommande, qui est un livre sur Paul Valéry. Et alors, sur cette question des frontières, Régis Debray cite Valéry. Où est l'Europe? Où sont ses frontières? Partout où les noms de César, de Gaius, de Trajan et de Virgile, partout où les noms de Moïse et de Saint Paul, partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont une signification et une autorité simultanée, là est l'Europe. Alors, j'ai le temps de conclure ou pas? Puisque pour qu'on ait vraiment un débat, Brice, je suis désolé, mais on peut le tourner dans tous les sens. Alors je vais me faire détester d'une partie, c'est pas grave. À Istanbul, les noms que vous avez cités, enfin que cite Régis dans son livre sur Paul Valéry, ont tous une résonance. Brice. Ah bah vous êtes obsédé par la Turquie. Je suis pas obsédé. Ça fait partie de notre débat. Je fais mon job. Écoutez, moi j'ai le sentiment surtout que l'Union européenne, qui se croyait à l'avant-garde de l'humanité et qui effectivement à un moment a incarné quelque chose comme une alternative aux deux formules politiques que les seules qu'on connaisse à part la tribu, qui sont l'État-nation et l'Empire, que ce modèle est totalement remis en cause par les évolutions de la société qui nous entoure. Et je n'ai pas tout cité, mais il y a évidemment Trump, qui est évidemment le symptôme le plus flagrant. On est d'accord, mais répondez sur Istanbul. Écoutez, pour moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, il faut que l'Union européenne cesse d'être un projet et qu'elle s'ancre dans une réalité concrète, charnelle, qu'elle ait des frontières, qu'elle les défende. Il faut dorénavant, si nous voulons continuer à jouer dans la cour des grands, nous ne pouvons plus continuer à être simplement un grand marché attractif. Le modèle européen ne fait plus rêver. La preuve, c'est que nous n'avons plus de demande d'adhésion en réalité. Vous savez, les Turcs, vous pouvez parler avec eux. J'ai vu les sondages. La grande majorité des Turcs ne veulent pas adhérer à l'Union européenne, donc c'est même pas la peine de le leur proposer. Ils ont eux-mêmes leur projet d'expansion. Ils ont eux-mêmes leur projet de puissance. Ils ont des terres de projection formidables dans l'ancien Empire ottoman. C'est ça qui les intéresse. Donc, cessons de discuter avec les Turcs. C'est ridicule de discuter de l'adhésion avec un pays qui a Erdogan au pouvoir et qui a le champion du monde de mise, excusez-moi d'être un peu corporatiste, mais c'est le champion du monde, la Turquie, de mise en prison des journalistes. L'adhésion de la Turquie aujourd'hui n'a aucun... Cette question date d'il y a 20 ans, c'est terminé. Moi, il y a 20 ans, effectivement, j'ai fait des émissions, honnêtement, plutôt favorables à la thèse de l'adhésion de la Turquie. Aujourd'hui, je pense que c'est une question close. De même que l'adhésion de l'Ukraine, elle ne peut pas avoir lieu. Si nous voulons vraiment que l'Union européenne joue dans la cour des grands, et personnellement, je le souhaite, je n'ai pas abandonné le rêve d'unité européenne, d'une puissance européenne et d'une souveraineté européenne, l'Union doit défendre ses frontières, évidemment. Y compris sur le plan militaire, puisque les Américains nous lâchent, c'est une bonne chose. On pourrait, si les Allemands et quelques autres le voulaient, nous pourrions retrouver effectivement le sentiment d'existence collective dans la mesure où nous aurions une force militaire pour nous protéger. Il ne suffit pas de protéger nos frontières sur le plan commercial. Nous devons aussi protéger nos frontières contre certains investissements chinois ou autres qui minent notre souveraineté européenne. Et nous commençons à le faire. Si vous voulez, le problème de l'Europe, c'est que la volonté politique collective est très faible. Mais on a vu l'Europe, dans des périodes où elle était menacée, retrouver le sentiment de cette volonté collective. Moi, ce que je souhaite, très franchement, vous savez, la seule alternative, c'est le retour aux petits États-nations. Franchement, la Belgique, qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui dans le monde face aux États-Unis de Trump et à la Chine de Xi Jinping? Arrêtons de raconter que Chypre et le Luxembourg sont des nations. C'est rien du tout. L'Europe peut être effectivement une forme d'État-nation, mais il faut encore que ces peuples le veuillent. Grand merci, cher Brice, pour ce brillant exposé qui fait avancer notre débat, en tout cas qui en précise
très profondément les contours. Je me tourne vers Ahmet Insel. Vous avez été patient, vous les avez écoutés. Je suis sûr que vous avez plein de choses d'ailleurs à dire sur le contenu de leurs exposés. Je rebondis juste sur une phrase que Brice vient de prononcer qui est si juste. La volonté collective aujourd'hui de l'Europe, au fond, sa volonté d'être sur la scène du monde est faible. Bon, alors qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire ciment entre les 500 et quelques millions d'Européens, d'après vous? D'abord, pour répondre à votre question, je commencerai par répondre à la question qui était posée à nous trois. L'Europe mourra-t-elle de ses frontières? On est en train d'y répondre de toute façon. Hein. Je pense qu'avant que l'Europe meure de ses frontières, il y a des milliers de personnes qui meurent devant les frontières européennes aujourd'hui. D'abord, il faut qu'on commence à se poser la question de ces milliers de personnes, qui meurent, noyées, disparues à la mer Égée, à la Méditerranée, dans la rivière Evros, qui fait la frontière entre la Grèce et la Turquie, et qui attendent dans le déchirement total et dans la misère totale, et qui tombent dans l'esclavagisme, dans les frontières, au-delà des frontières qui sont créées par l'Europe, en poussant justement, en faisant des accords qui sont totalement contraires aux droits de l'homme, avec la Turquie ou avec des chefs de guerre libyens. Donc, d'abord, il faut qu'on réfléchisse à cette question. S'il y a question de mort, avant même la mort de l'Europe, il y a la mort immédiate des milliers d'humains. Et ces frontières ne sont pas des frontières, dans ce cas-là, c'est des murs, effectivement. Régis Debray a fait la distinction entre frontières et murs. Ériger des murs pour faire survivre l'Europe, je crois que c'est aussi une manière de faire mourir l'Europe de l'intérieur, pour plusieurs raisons. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Europe aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, contrairement à ce qu'on peut dire, l'unité de l'Europe aujourd'hui est basée sur une peur. C'est l'Europe qui vieillit, c'est l'Europe vieillissante qui est en train de peur, comme les Romains peut-être, des barbares. Et nous savons que cette peur est une peur. Je ne suis pas sûr que si la salle était à majorité de jeunes, on aurait eu la même réaction qu'aujourd'hui par rapport à toute cette peur qui sont proposées, qui sont analysées. Je joue jusqu'au bout mon rôle de contradicteur pour vous faire avancer. C'est vrai que quand Régis insiste sur la positivité de la frontière, ce qu'il veut dire, c'est que la frontière n'est pas excluante. Elle permet simplement à une collectivité humaine, à une entité, de persévérer dans son être. Or, persévérer dans son être, ça ne veut pas dire persécuter ceux qui n'en font pas partie. Voilà. Vous voyez, c'est simplement se distinguer. Hein. L'existence d'une collectivité politique, démocratique, notamment comme l'Union européenne, consiste aussi dans une légitimité à vouloir persévérer dans son être. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des frontières. Je suis tout à fait d'accord que qu'il y ait des contrôles de flux de frontières, qu'il y ait une régulation des frontières. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'aurais du mal à faire expliquer à 3,5 millions de Syriens qui sont en Turquie et qui sont parqués en Turquie, dont une petite partie voudrait venir vers l'Europe, je dis bien une petite partie parce que la grande majorité veulent retourner dans leur pays, que la frontière, c'est d'abord, je crois que Régis Debray l'avait dit, la frontière est aussi le bouclier du faible. Est-ce que la frontière est vraiment l'Europe, le bouclier du faible? Dans ce cas-là, le faible, c'est qui? Ce sont les migrants qui veulent travailler en Europe, ou est-ce que ce sont les Européennes qui sont affaiblies par cette
cette peur du barbare. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je reviendrai sur la question de l'identité européenne. Aujourd'hui, effectivement, on peut se creuser différentes manières de poser l'identité européenne. Oui, il y a une identité judéo-chrétienne de l'Europe, mais il pourrait y avoir aussi une identité très humaniste et laïque de l'Europe. Est-ce que entre un Finlandais moyen et un Portugais moyen, on retrouve des éléments communs plus différents qu'entre un Istanbuliote et un Norvégien? Je ne sais pas. On pourrait discuter. Qu'est-ce que c'est la différence entre un Grec et un Turc? Vous savez, à part la religion, c'est bien difficile de distinguer. Alors justement, le à part est intéressant parce que... Je viendrai. J'ai plaidé tout à l'heure pour un certain kantisme, un universalisme kantien, mais c'est vrai qu'une collectivité politique, par définition, elle se définit par un certain nombre de traits constitutifs. Or, pour beaucoup d'Européens aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mon cas, hein, mais pour beaucoup d'Européens aujourd'hui, c'est au fond un héritage, un legs de culture chrétienne millénaire qui les définit. Alors, ça, vous êtes obligé d'en tenir compte. Et la France laïque a envoyé des émissaires il y a quelques années en Turquie pour pouvoir sélectionner parmi les réfugiés syriens acceptés en France à condition qu'ils soient chrétiens. Voilà. Donc, si c'est le cas, oui, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, mettons ouvertement les choses. Ouvertement les choses. C'est une identité religieuse, oui. On ne veut pas des Syriens en Europe parce qu'ils sont musulmans. Si les Syriens étaient... Vous êtes sûr de ça? Si c'était le cas, pourquoi la France choisit simplement les chrétiens pour accepter comme réfugiés en France? Et en même temps, je dirais, s'ils n'étaient pas noirs, s'ils n'étaient pas musulmans, etc. Non. Ahmet Insel développe son point de vue. C'est la discussion démocratique absolument légitime. Donc on ne fait pas de sifflet. Voilà, je ne parle pas de la France, par exemple. Qu'est-ce qui fait que Salvini, aujourd'hui, a emmené la capitaine de Sea-Watch 3 arrêté alors qu'il y avait donc des gens qui étaient vraiment en situation de déshumanisation. Moi, je ne suis pas ni musulman ni chrétien, je suis athée. Donc, je me considère comme européenne du siècle des Lumières. Je suis un homme qui se considère comme de gauche. Et en même temps, je suis tout à fait conscient que l'adhésion, par exemple, d'un pays comme la Turquie à l'Union européenne pose problème. Plusieurs aspects. Premièrement, je crois, il ne faut pas se cacher les choses. Si la Turquie était un pays de 10 millions d'habitants, nous étions depuis très longtemps membres de l'Union européenne. Nous sommes 80 millions d'habitants. Donc l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne dans les conditions institutionnelles de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la fin de la domination franco-germanique. On peut dire un chiffre, hein, la Turquie, c'est 83 millions d'habitants, c'est comme l'Allemagne aujourd'hui. Hein, Et l'Allemagne, dans 10 ans, c'est 75 millions, la Turquie, dans 10 ans, c'est 90 millions. Donc voilà, et ça va s'arrêter à 90 millions à peu près. Hein. C'est la transition démographique, c'est à peu près 90 millions. Donc d'un côté, le déclin démographique de l'Europe, de l'autre côté, un pays qui n'est pas dans une explosion démographique, mais qui sera le plus grand pays en termes de population dans l'Europe. Un pays qui n'est pas d'origine judéo-chrétienne, mais cet aspect du judéo-chrétien, je crois que c'est mineur. C'est le fait que le pays soit simplement 90 millions d'habitants ou 85 millions d'habitants dans l'avenir qui pose vraiment problème. Dans les structures actuelles de l'Europe, avec la représentation à l'Union du Parlement européen, avoir le premier groupe par pays dans le Parlement européen, ce n'est pas très facile à avaler pour les fondateurs. Puisque vous évoquez ça quand même, une parenthèse, franchement, avoir un gouvernement frère musulman au cœur de l'Union européenne, ce n'est pas une perspective folichonne pour aucun d'entre nous. Hein.
Ça, c'est vrai. Mais est-ce que si en 2007, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel n'avaient pas fermé subitement la porte de la Turquie à l'Union européenne, est-ce que nous aurions eu cette dérive autoritaire, autocratique dans la Turquie? Je n'en suis pas sûr non plus. On pourrait toujours faire l'histoire à l'envers. On pourrait toujours dire, oui, mais l'adhésion à l'Union européenne ne garantit pas l'état de droit. Vous voyez la Hongrie. Hein, c'est un pays qui adhère à l'Union européenne, mais après remet en cause l'état de droit. C'est vrai. Mais la dynamique de démocratisation en Turquie, encore aujourd'hui, nous voyons les résultats dans les élections d'Istanbul, les résistances démocratiques en Turquie. N'oublions pas que c'est un pays où, à n'importe quelle élection, plus de 80% des gens continuent à voter. 85% des gens continuent à voter à n'importe quelle élection. Et 100% des électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Et on vote sans procuration, sans correspondance, 87% de participation. Je voudrais bien avoir une participation électorale démocratique de ce type. Ça pouvait évoluer autrement. Je crois que maintenant, on ne peut pas faire l'histoire. Aujourd'hui, par contre, l'Europe a créé un grand ressentiment. Et je crois que par rapport à ça, j'ajouterais une chose qui est sur la question de l'Europe, sur ses frontières. Il n'y a pas de pire frontière, et là je suis d'accord avec vous sur la définition un peu stable des frontières, il n'y a pas de pire frontière qui s'ouvre et qui se ferme d'une manière aléatoire, d'une manière arbitraire. Il n'y a pas de pire frontière par rapport à la Turquie, par exemple. À la rigueur, moi, j'aurais préféré que l'Union européenne dise dès le départ non à la Turquie. J'aurais préféré que l'Union européenne, en 1999, en 2001 ou en 2003, dise non à la Turquie parce que nous n'aurions pas en Turquie d'aujourd'hui ce grand ressentiment par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'Occident. Brice Le Couturier a dit tout à l'heure, en Turquie, il y a une grande... Aujourd'hui, l'adhésion à l'Union européenne est minoritaire. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'adhésion à l'Union européenne est plutôt majoritaire, mais ça a beaucoup baissé. Mais quand les Polonais ont adhéré, il y avait une volonté d'adhésion qui ne dépassait pas 30%, je vous rappelle, quand les Polonais ont adhéré à l'Union européenne. En Turquie, c'était... Je me trompe. Excuse-moi, mais j'étais en Pologne à l'époque, et le moins qu'on peut dire, c'est que l'adhésion a été accueillie avec un enthousiasme populaire inouï, quoi. Non, ça c'est... Je regrette, mais c'est faux. Je me trompe. D'accord. Merci. Il continue, puis vous allez lui répondre. Ouais, je me trompe sur la Pologne, alors. Je confonds peut-être avec un autre pays, parce que j'avais des sondages à l'époque, en 2004, qui donnaient pas... J'avais pas cet espoir-là, ces données-là. En Turquie, nous avions 75-70% des populations qui étaient favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Et ça a beaucoup chuté, évidemment, dans ce ressentiment. Mais je comprends que l'adhésion d'un pays comme la Turquie pose problème. Je comprends que l'Union européenne a mal envisagé son élargissement. Je comprends que l'Union européenne a peut-être allé un peu trop loin dans l'élargissement. Mais cette ouverture et fermeture systématique, on ouvre les... Par exemple, ça va se passer la même chose pour les Balkans, pour la Serbie, pour l'Albanie. Cette volonté de dire on va vous adhérer, on va vous accepter dans nos seins, et puis après on dit non, on peut pas les prendre, etc., c'est la pire des choses. Moi, j'aurais préféré que l'Union européenne pose dès le départ un cercle restreint, un noyau dur, peut-être de 6 pays, peut-être de 10 pays, mais pas plus, un noyau dur d'adhésion forte, et puis un cercle plus élargi qui soit en une situation de partenariat privilégié, etc., dès le départ. Ça s'appelait la Confédération européenne de François Mitterrand. Exactement. Et la Turquie n'avait pas place dans ce cercle, ni d'ailleurs la Grande-Bretagne. La preuve, ils veulent peut-être s'éloigner. Donc je crois que de ce point de vue-là, le problème des frontières de l'Union européenne a été posé mal parce que nous n'avons pas eu,
je dis nous parce que je ne suis pas simplement turc, mais en même temps, j'ai grandi en France, nous n'avons pas eu cette volonté d'avoir un noyau dur européen. Je crois que sans ce noyau dur, sans ce noyau d'intégration forte, l'Union européenne ne peut pas exister. Merci infiniment, Ahmet Insel. On vous applaudit. On va continuer à vous mettre à la question un instant juste, parce que là, j'aimerais que nos amis lui répondent. On est au cœur du débat. Franchement, Brice, vous n'avez pas l'impression que les vraies frontières de l'Europe, c'est celle des Lumières? C'est-à-dire partout les Lumières rayonnent ou ont rayonné. Et c'est vrai que la Turquie fait partie de cet espace naturel dans lequel les Lumières ont rayonné. Eh bien, c'est l'Europe. Donc, il faut se décontracter, non? Il y a aussi la géographie, le Bosphore. D'un autre côté, c'est l'Asie. Après, on s'étend jusqu'où? On va en Iran, en Afghanistan? Ah non, soyons sérieux. Si on veut rester une Union européenne, on doit rester entre Européens. L'Iran n'a jamais été Non, je veux par dire, les Lumières non, mais européennes. Non. Ah, marginalement, si, comme la Turquie, de manière relativement marginale et tardive. De toute façon, c'est pas la question. La question, c'est que la Turquie a envahi en partie l'île de Chypre, qui fait partie de l'Union européenne, et que ça crée quand même un sacré problème. Imaginez qu'on intègre aussi la Russie pendant qu'on y est, non, qui occupe une partie de l'Ukraine. Non, écoutez, soyons sérieux. On a affaire à un régime autoritaire qui n'est pas celui d'Orban, qui est bien plus violent. Il y a très peu de journalistes emprisonnés en Hongrie, à ma connaissance, il n'y en a pas. En Turquie, on a affaire à un régime turc qui pratique une forme d'impérialisme chez nous en mobilisant ces ressortissants, ces immigrés contre nous. On l'a vu en Allemagne et en Autriche, qui prônent des valeurs qui sont hostiles aux nôtres. Quand Erdogan vient en Allemagne, il exige que les salles bondées du reste d'Allemands d'origine turque, les femmes et les hommes soient séparés. Excusez-moi, mais le moins qu'on peut dire, c'est que c'est mettre en cause les valeurs européennes les plus fondamentales. Ahmet Insel, et puis ensuite on va passer aux questions. J'aurais moi-même d'ailleurs une question à vous poser à chacun. Moi, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la Turquie, c'est un pays où il n'y a pas l'état de droit, primo. Hein, soyons clairs. L'état de droit est suspendu. Il y a énormément de personnes en prison pour ses opinions, exclusivement pour leurs opinions, et non pas pour leurs actes, et beaucoup d'amis, et moi-même, je ne peux pas retourner en Turquie. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ni les critères de Copenhague, ni aucun de ces critères qui ont été à l'origine susceptibles de créer le processus d'adhésion ne sont remplis. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne n'est pas beaucoup plus franc par rapport à la Turquie et on fait semblant de garder le processus d'adhésion ouvert. Au contraire, moi je serais plutôt favorable à ce que l'Union européenne soit plus franc, plus courageux et de dire, voilà, le processus d'adhésion est fini parce que vous ne remplissez pas les critères de Copenhague. Mais là, les intérêts européens, économiques, militaires, etc., et puis les réfugiés doivent bien être gardés au chaud en Turquie. Donc l'Union européenne a ce double discours. Je suis d'accord, aujourd'hui la Turquie n'est pas un pays susceptible d'entrer à l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que dans les années 2000, c'était dans la même situation. On peut toujours dire qu'ils avaient un agenda caché, etc., etc. Moi, je pense que la force de la démocratie, ce n'est pas que tous les gens deviennent des démocrates de cœur. La force de la démocratie, c'est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas des démocrates de conviction se sentent obligés de se comporter comme démocrates. Ça, c'est la force de la démocratie. Et là, l'Union européenne avait cette capacité. Erdogan, qui est aujourd'hui un autocrate islamiste, n'était pas un autocrate islamiste en 2003-2004 parce que justement, il pensait pouvoir entraîner son pays pour des raisons diverses, hein, c'est peut-être opportuniste, etc., entraîner son pays et entrer lui être un peu le deuxième fondateur de la Turquie européenne, après la première fondation républicaine. C'est la force de la démocratie de pouvoir tirer les possibles personnes qui sont non démocrates
vers la démocratie. Ce n'est pas en l'excluant qu'on transforme les non-démocrates en démocrates. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a une expérience très nette, c'est que l'exclusion, après avoir ouvert la porte, l'exclusion a été un des facteurs. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, ce sera très hypocrite de le dire, puisque la Turquie produit l'autoritarisme depuis toujours. Et malheureusement, nous avons un problème intrinsèque d'autoritarisme par le bas en même temps. Mais je crois que c'est un cas typique où la force de la démocratie a été ici mal utilisée et nous sommes aujourd'hui dans une dérive autoritaire dont une des raisons, je dis bien une des raisons, c'est cette ambivalence de la position européenne. C'est dommage. Merci Ahmet. Brice, rapidement, et ensuite on va passer aux questions. Oui, excusez. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler mes amis russes qui me disent vous savez, Poutine, il n'était pas si hostile que ça à l'Occident au départ, mais vous n'avez pas été gentil avec lui, vous n'avez pas respecté la Grande Russie, vous l'avez humilié, et voilà, maintenant, elle prend sa revanche parce que Poutine ne nous aime plus et il agresse l'Ukraine, il agresse la Géorgie, etc. Moi, je veux bien que l'AKP, au départ, ait été pro-européenne. Moi-même, j'ai diffusé le mythe selon lequel l'AKP, c'était des musulmans démocrates, comme on a eu des chrétiens démocrates en France, en Allemagne et dans d'autres pays, et que donc l'Europe pouvait très bien avoir des musulmans démocrates, comme elle a eu des chrétiens démocrates. Mais enfin, la suite de l'histoire montre que c'est pas si sûr. Est-ce que si on avait été plus favorable à et puis tu as l'autre chose que je voulais dire également, c'est que si on a donné 3 milliards à Erdogan, c'est pour qu'il garde les Syriens chez lui, évidemment. C'est d'un cynisme absolument total. Mais s'il n'avait pas lui-même joué à ce petit jeu, je vous en envoie 1 million et puis vous me donnez 1 milliard de plus, ce qui est quand même, quand on veut adhérer à un club, on ne se comporte pas de cette manière. Merci beaucoup Brice. Alors, première question, je vous la pose, mais vous répondrez après, on va en rassembler plusieurs. Pourquoi Emmanuel Macron, tu le citais tout à l'heure, Brice, sur son appel à une souveraineté européenne, semble-t-il au fond si seul en Europe? J'en veux pour preuve notamment la réponse que la nouvelle chef de la droite allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, lui a faite et qui a été diffusée dans pas mal de journaux européens. C'est une réponse, c'est une fin de non-recevoir que lui adresse la chef de la droite allemande, et ça a sans doute une signification profonde. J'aimerais que vous en disiez chacun un mot. Et on va prendre des questions, on va les rassembler parce que l'heure tourne et puis il faut qu'on aille manger après. Monsieur, allez-y. Bien, bonjour à tous. Servant, oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette passionnante table ronde. 2 remarques rapides et une question. Une remarque à Matt Insel. Je partage votre point de vue. J'étais très seul il y a quelques années en disant qu'il fallait regarder de très près la possibilité d'intégration de la Turquie pour toutes les raisons, pour la dynamique que vous avez exprimée, mais également pour des raisons géostratégiques, militaires. Ça me paraissait important, avec toutes les réserves, les problèmes qui pouvaient apparaître. Mais je crois qu'il y avait c'était le sentiment de Jacques Chirac, d'ailleurs. C'est pas pour ça que je partageais cette analyse, mais on n'était pas beaucoup à le faire. Voilà, maintenant les choses sont celles-ci. La Turquie est un pays aujourd'hui menaçant. Cher Alain Frachon, ton constat est absolument remarquable, je partage complètement. Un tout petit détail sur les accords de Dayton, que moi j'appelle les accords de Paris, parce que nos amis américains ont pour moi joué un rôle faible dans le dénouement de la situation en Bosnie-Herzégovine. C'est plutôt... Alors c'est vrai, là où tu as raison... Signé à Paris d'ailleurs. Absolument, c'est pour ça que je les appelle les accords de Paris. Alors c'est vrai que ça n'est pas l'Europe en tant que telle, mais c'est quand même l'initiative de Chirac avec les Britanniques et les Néerlandais, la force de réaction rapide qui véritablement sur le terrain modifie la donne. Et je rappelle toujours que nos amis américains à l'époque n'avaient pas un seul soldat américain au sol. Ils étaient uniquement sur des frappes aériennes parce qu'ils étaient victimes du syndrome du 0 mort en opération. Et c'est vraiment Chirac en rupture avec la culture passive européenne, un peu symbolisée par François Mitterrand. Tout ça a été compréhensible compte tenu... François Mitterrand était né en 1916. Donc tout ça a joué, etc. Mais là, je l'ai vécu parce que j'ai quitté Le Monde à cette époque, où nous étions ensemble au service étranger, pour entrer au cabinet du ministre de la Défense. Donc je suis passé de l'observation
à l'action, en À tout l'action cas, publique, ouais. voilà, à cette partie-là, vivant ça de l'intérieur, participant aux réunions, faisant basculer les choses. C'était tout à fait passionnant, fascinant. Ma question, elle est directement liée à ce constat. Tu parles de l'Europe puissance, tu as entièrement raison. Très concrètement, là c'est peut-être justement le journaliste qui est passé du côté du service public, du service de l'État. Quelles sont pour toi les pistes très concrètes aujourd'hui si tous les chefs d'État européens t'entendaient, t'écoutaient, partageaient ton point de vue et disaient oui, il faut qu'on passe à l'Europe puissance. Donc demain matin, lundi, on met en marche un certain nombre d'outils avec le regard que j'admire tellement d'observateurs. Quelles pourraient être les 2-3 pistes concrètes pour avancer dans ce sens-là? Merci beaucoup, Pierre Servan. Alain. La difficulté, je crois, hein, c'est que la puissance, c'est une culture. Et je ne suis pas sûr que l'Union européenne ait cette culture. Regarde des exemples assez. Par exemple, je ne nie pas ce qu'a fait l'Union européenne. Nous avons créé une agence de l'armement, à laquelle d'ailleurs les Britanniques ne voulaient pas adhérer. Alors c'est compliqué de faire l'Europe de la défense sans les Britanniques. Il y a 3 grandes puissances militaires, la Pologne, la France et la Grande-Bretagne en Europe. Nous avons créé, et c'est sérieux, un fonds pour la défense qui peut aller jusqu'à 14 milliards d'euros. C'est une puissance qui devrait nous permettre de faciliter, de décider d'acheter nos armements en priorité en Europe. Réaction polonaise, achète des hélicoptères américains. Réaction belge, achète des chasseurs bombardiers américains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Le concept d'un pilier européen de l'OTAN me satisferait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous voulez, ce n'est pas une priorité européenne d'acheter européen. Regardez ce qui se passe chaque fois qu'on touche aux régaliens, à l'identité, à la sécurité, c'est-à-dire je vais risquer la vie de jeunes gens, je vais envoyer des jeunes gens risquer leur vie, on retombe sur le national. Il n'y a pas de réflexe de culture de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il n'y en aura peut-être pas un jour, mais quand Trump dit à Mme Merkel, écoutez, vous êtes totalement dépendante du gaz russe et vous êtes là, à une réunion de l'OTAN, en train de me demander de vous protéger contre les Russes. Mais l'énergétique, ça fait partie du sécuritaire, ça fait partie de la défense. Il n'y a pas de politique européenne de l'énergie, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je ne reproche pas forcément à l'Union européenne, ce n'est pas dans les traités. C'est comme on dit, l'Europe n'a pas de politique de l'immigration. Ce n'est pas dans les traités. Il n'y a pas de droit d'asile communautaire. C'est du domaine national, etc. Donc, si vous voulez, ce qui me paraît très difficile, mais je ne dis pas que ça ne se fera pas, j'espère que ça se fera, c'est la transition de cette espèce de machine économique que nous avons créée avec succès. Et là, je ne suis pas d'accord avec Brice quand il dit que l'Europe n'a rien fait face à la crise de 2008. Sans la Banque centrale européenne, nous ne serions pas sortis de la crise de 2008. Sans un Italien à la tête de la Banque centrale européenne qui a envoyé balader l'ordolibéralisme allemand, nous ne serons pas sortis de la crise. Donc c'est une institution. Sans Sarkozy. Sans Sarkozy aussi au départ, absolument. Donc si vous voulez, c'est quand même en l'espèce un Italien qui nous sort, qui petit à petit sort du désastre de la manière dont nous avons voulu gérer la dette souveraine européenne après la crise de 2008. Donc les institutions européennes ont bien fonctionné. Ce sur quoi je m'interroge, c'est est-ce qu'il y a ce qui permettrait le passage de l'économie à la culture stratégique. Il faut aider Macron dans son idée d'une Europe puissance qui s'incarnerait sous la forme d'une souveraineté européenne. Écoutez, ce qui me frappe dans ce débat-là, c'est que si on laisse tomber le juridisme du terme souveraineté, mais qu'on explique, pour moi la souveraineté, ça veut dire je suis capable de défendre les intérêts de la France dans la plupart des domaines et je vais les défendre. C'est ça l'exercice de la souveraineté. Écoutez, dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la technologie, etc., l'exercice de la souveraineté passe par l'Europe. Voilà. Alors, pour moi, moi, je n'ai rien contre le terme souveraineté. Au contraire, je suis pour la souveraineté. Je suis pour l'exercice de la souveraineté. En ce sens, je suis souverainiste, si tu veux. Je suis pour que nous puissions défendre nos intérêts sur la planète. Mais aller défendre des normes environnementales ou des normes de sécurité technique ou de sécurité alimentaire tout seul face à la Chine, vous êtes battu d'avance.
Merci beaucoup, Alain. Brice, sur la même question, je pense que tu voulais intervenir aussi. Oui, sur la question, est-ce que Macron a une chance de convaincre les Allemands, AKK en particulier, de la nécessité d'une Europe puissance? Il faut comprendre que, de même qu'un certain nombre de nos intellectuels, les responsables politiques ont un temps de retard sur l'histoire. Et là, ils ont un sacré temps de retard. Ils vivent encore dans le monde de bisounours que j'expliquais tout à l'heure. Tu penses qu'elle est out? Mais complètement. C'est des gens qui n'ont pas encore compris qu'on avait changé d'époque. Ils sont encore dans l'alternance des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Ce monde de bisounours, c'est terminé. Trump est là. Il n'assurera plus la sécurité de l'Allemagne. Si l'Allemagne était attaquée par la Russie aujourd'hui, ou enfin les Pays-Baltes, parce que l'Allemagne a peu de chance, mais les Pays-Baltes, il y a une chance. Que ferait Trump? Je ne suis pas vraiment persuadé qu'il interviendrait militairement. Il n'en a rien à faire. America first. Vous savez, Robert Kagan disait vous n'avez pas aimé le shérif à l'époque Bill Clinton en Yougoslavie ou George W. Bush en Irak. Vous n'avez pas aimé le shérif, mais maintenant vous allez rentrer dans un monde sans shérif parce qu'il ne veut pas l'être. Il veut pas l'être. Vous allez connaître le vrai Far West. Alors Brice, tu le connais bien, Macron. Il a le sens du tragique, lui, contrairement aux Allemands. Ah oui, je pense qu'il a simplement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, je pense qu'il a réellement un temps d'avance sur le. Il avait vu venir ce qui est en train de se produire. Il avait vu venir la désagrégation, ce fameux balayage centre-droit, centre-gauche qui a animé la pauvreté de nos vies politiques. C'était aussi ça qui faisait qu'on manquait du tragique de l'histoire, si vous voulez. C'est des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de faire la guerre, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Et là, on est face à des menaces très sérieuses. On est face à une guerre commerciale qui peut dégénérer à tout moment en mer de Chine du Sud, comme on l'a vu très très bien hier par un exposé remarquable. Et le jour où ça va éclater entre les Chinois et les Américains, on fera quoi, nous? On aura les Italiens qui seront pro-chinois, les Français qui seront pro-américains, enfin, je ne suis pas sûr, les Anglais, en tous les cas, qui seront pro-américains, ça c'est sûr, les Allemands aussi. Et quoi? Alors, on va se disputer entre nous, peut-être se faire la guerre aussi par personne interposée. Les Chinois et les Américains vont se faire la guerre par personne interposée en Europe. Si nous ne sommes pas capables d'être nous-mêmes une puissance à égalité avec les Chinois, les Américains et les Russes, nous serons rien du tout. Nous serons des pions dans leur jeu. Merci beaucoup, Brice. Merci pour cette réponse très détaillée. Alors, il y a un monsieur qui se lève derrière Régis Debray. Voilà, merci beaucoup. Oui, table ronde 9. Requiem pour nos frontières. Heureusement, elles meurent en Europe. Frédéric Ancel m'a appris deux choses. Il m'a appris contextualiser dans le temps et contextualisé dans l'espace. Un penseur extraordinaire qui s'appelle Yuval Harari, qui est un des grands penseurs de notre temps, vient d'écrire un article dans Le Monde. Et après les plaidoyers de Hugo ou de Stresemann ou de Briand, j'ai pas trouvé quelque chose de plus pro-européen. Yuval Harari a dit le monde doit prendre une leçon de l'Europe parce que ce que l'Europe nous apprend, c'est ce qui va nous sauver du chaos du monde. Alors je m'excuse, à part M. Frachon, je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites, mais pour le reste, je ne peux pas être d'accord. Ami a écrit dans la guerre du Péloponnèse, c'était Hermocrate, tout se coalise sous l'effet de la crainte. Mais un prof de Sciences Po qui s'appelle Zaiki Laïdi a dit l'Europe, et je suis fier de le citer, l'Europe est le premier ensemble à être sorti de la post-histoire. Alors quand j'entends qu'il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, on n'est pas une puissance, mais il faut laisser le temps au temps, comme il nous a appris Frédéric Ancel, la contextualisation, c'est ce qui est le plus important. Et je et après, ils vont vous répondre parce qu'il y a déjà une question là. Oui, mais je vais en terminer. Je veux juste vous rappeler une chose, parce que nous sommes en train chaque jour de progresser d'une façon ou d'une autre. Moi, le premier nom que j'ai appris dans ma jeunesse, le premier nom politique, en même temps que le général de Gaulle, c'était Walter Hallstein. Walter Hallstein a été mon modèle, c'était le premier président de la commission. Et je vais vous dire quelque chose, parce qu'on parle de AKK, de Macron qui n'aurait pas réussi, etc. Mais rappelez-vous, en 1965, le général de Gaulle lui-même, avec le plan Christian Fouchet, il veut faire la table vide à la commission à Luxembourg à l'époque.
De Gaulle lui-même est obligé de céder devant l'Europe. Alors, il y a des fautes, on est trop nombreux, on va faire à 2 vitesses, tout ce que vous voulez. Nous sommes sortis de la post-histoire et j'ai envie de vous dire, mais c'est ma passion, l'Europe. Et j'en parle avec émotion. Touche pas à mon Europe. Touche pas à mon Europe, ok. Mais alors justement, Brice, est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur d'une part, et est-ce que vous êtes d'accord aussi, vous ne l'avez pas cité, mais vous auriez pu, parce que c'est le sens de votre question, un diagnostic d'un grand Européen qui est un politologue néerlandais qui s'appelle Luc van Middelaar. Il parle du passage de la politique de la règle à la politique de l'événement. Et il la date de 2008. Résolution de la crise géorgienne par Sarko, et la résolution par un certain nombre d'acteurs, dont Sarko, de la crise financière mondiale déclenchée par la faillite de Lehman Brothers. Est-ce que ça, c'est pas des raisons de tempérer un peu l'euroscepticisme de bonne aloi dont vous faites preuve depuis tout à l'heure ? Ah non, attends, vous vous trompez du tout au tout. Moi, je ne suis pas du tout un eurosceptique. Non, vous n'êtes pas un eurosceptique, mais vous pensez que l'Europe, pour l'instant, n'a pas d'existence propre. C'est ça que vous dites. Oui, voilà. je pense que pour l'instant, elle n'est pas là. Monsieur vous dit, attendez les amis, un peu de patience. Oui, j'ai compris. Oui, de toute façon, les événements vont se rapprocher d'une manière tellement brutale que le réveil va l'être tout également. Effectivement, on a affaire à un certain nombre de... Alors, le bouquin que vous citez est absolument remarquable. Luc van Middelaar, j'ai du mal à prononcer son nom. Il est venu au Matin de France Culture à l'époque où j'étais un de ses co-animateurs. Et comment il s'appelle ? Non, pas celui-là. Luc van der Haar, là, comment il s'appelle ? Luc van Middelaar. Luc van Middelaar. Je vous recommande ces 2 bouquins. Ils sont tous les 2 chez Gallimard. C'est quelqu'un qui a été la plume d'un des présidents de la Commission européenne et qui est un des... Alors, il fait référence à l'instant, Alexis Lacroix, à une théorie que ce Néerlandais exprime fort bien et qui explique énormément de choses. C'est que la France à la culture de l'action, de l'événement, parce que chez nous, depuis Napoléon, depuis la Révolution, depuis les rois, tout ce que vous voulez, on a un exécutif extrêmement fort qui a peu de comptes à rendre, surtout sur la Ve République et son Parlement, et qui donc peut prendre des décisions de manière extrêmement brutale face à l'événement. Nous, on a cette capacité d'adaptation en France parce qu'on a cette tradition que Macron incarne de manière absolument prodigieuse. C'est une espèce de Bonaparte en manche de chemise. Face au défi, la décision est très rapide. Elle peut être brutale aussi. Les Allemands ont une tradition tout autre, et c'est ça qu'explique ce Néerlandais, et ça explique beaucoup de malentendus entre nous. Souvent, quand le chef de l'État français et la chancelière allemande discutent, la chancelière lui dit « Je serais d'accord avec toi, mais je ne sais pas si ça va marcher ». Elle dit « Comment ça va marcher ? Parce que je dois demander à mon Parlement, je dois demander à ma Cour constitutionnelle, je dois demander à mes alliés du SPD, ils ne sont peut-être pas d'accord, et ça va prendre du temps. » Donc les Allemands ont une culture de la norme, nous avons une culture de l'événement. La norme, ça veut dire que les Allemands se méfient tellement de ce qui leur est arrivé sous Hitler, où quelqu'un décidait seul et on voit où ça les a menés, qu'aujourd'hui, ils respectent avant tout la norme, l'état de droit. Il y a des normes à respecter, il y a des règles à appliquer, et la décision, elle doit être la part de la décision doit être la plus faible possible. Et ça explique énormément de choses. Mais qu'est-ce que tu réponds à monsieur ? On est sorti de la post-histoire en ce moment, non, ou on est encore embourbé dedans ? Alors, au contraire, moi, ce que j'appelle post-histoire, c'est le récit dont je vous ai fait l'espèce de litanie tout à l'heure. C'est-à-dire les gens qui pensaient qu'on était sortis de la logique étatique, qu'on était sortis de la logique nationale, qu'on était rentrés dans une espèce de post-histoire, post-nationale, et que l'Union européenne incarnait cette espèce d'avancée intellectuelle fort prodigieuse dont Habermas est devenu le théoricien en chef. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette période-là, enfin cette illusion-là, est en train de se déchirer avec une brutalité, enfin va se déchirer avec une brutalité sidérante qui va nous faire peur. L'ascension au pouvoir de populistes nationaux xénophobes au Brésil, dans des pays aussi puissants que le Brésil, les États-Unis, la Russie et la Chine, des autocrates véritablement, va sonner un réveil, parce que nous ne pouvons pas nous rester en arrière. Enfin, j'espère qu'on ne va pas avoir un autocrate européen. Je ne plaide pas pour que Macron se transforme en un Napoléon européen et prenne le pouvoir. C'est peut-être pas l'envie qui lui en manque. Hein. Tout est possible de sa part. Mais ce que j'espère, c'est que nous trouverons les ressources d'incarner encore une fois une volonté collective. Merci beaucoup, Brice. Alors, vous êtes plutôt norme ou plutôt événement ? Plutôt norme. Parce que ça, c'est l'axe germano-turc, alors. Oui, l'axe germano-turc, mais surtout, vu ce que nous vivons en Turquie comme événement tous les jours, je préfère avoir la norme, justement, de l'état de droit.
L'événement par le chef me fait peur et m'a toujours fait peur. L'événement par l'homme prévidentiel me fait peur. Moi, je suis plutôt pour la solution où qu'il n'y ait pas le président roi, mais qu'il y ait simplement un Premier ministre qui soit obligé de composer avec l'opposition ou les autres formations. Je suis plutôt favorable à des cultures de coalition qu'à des cultures de majoritarisme. De ce point de vue-là, je suis plutôt favorable au système parlementaire qu'au système présidentiel. Et en Turquie, je vois bien ce que c'est le système présidentiel, comment ça peut se transformer en l'autocratie dans des pays où les institutions sont faibles. Dans des pays où les institutions sont fortes, on peut résister. Les États-Unis arrivent à résister malgré tout à l'autocratie ou à l'arbitraire de Trump. Dans des pays où des institutions sont faibles pour des raisons historiques, comme la Turquie, et ce n'est pas simplement la faute d'Erdogan, c'est aussi la faute du passé que les institutions soient faibles, il n'y a plus de la possibilité de résister à ces hommes providentiels qui peuvent être parfois catastrophiques, les hommes providentiels. Et là-dessus, moi, je pense que nous n'avons pas le droit d'avoir la loterie nationale et de choisir le bon ou le mauvais. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, le grand architecte de cet événement de 2 jours me fait signe que nous n'aurons plus que 5 minutes. 5 minutes, ça veut dire une question, 2 questions grand maximum si elles sont concises.